France Maghreb 2. Eh bien, le bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien en pleine forme pour ce jeudi. Nous sommes sur France Maghreb 2 jusque 18h ensemble pour votre rendez-vous, le grand forum avec Redouane Moumine qui est avec nous. Salut Redouane. C'est bien, t'as pas écorché mon nom. Ah bah non, t'as vu, hein. Bonjour à tous. Progrès, hein, de semaine en semaine, hein. Exactement. Comment ça va Redouane? Bah ça va super bien, à part que j'ai pris la grosse pluie avant d'arriver, mais Ah bah ça c'est voilà, c'est on a le temps prix à qui payer. valse. Hein. Oh joli, le temps qui valse. Ça valse dur en ce moment. Ouais, c'est assez rigide. C'est impeccable. Alors on va parler de quoi tout à l'heure dans ton invité chez Redouane? Bah jusqu'à maintenant on avait parlé donc de ces images effroyables qui ont été filmées par la BBC sur les ventes d'esclaves de migrants noirs. CNN je crois. CNN pardon, j'ai Oui. dit BBC. Oui. Et bah moi je me suis demandé, il n'y avait que des hommes dans ces marchés aux esclaves, donc je me suis demandé où sont les femmes. Très bien. Coup de cœur? Coup de cœur, j'aimerais vous parler de Niloufar Rahmani, qui est la première pilote de l'armée de l'air dans l'armée afghane. Femme. Ah, c'est original. À découvrir donc tout à l'heure sur France Maghreb 2, un programme ma foi très complet et qui, j'en suis sûr et sans nul doute, chers amis auditeurs, vous fera réagir au 01 40 33 9000. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets très différents. Soyez les bienvenus, c'est parti, donc voici le sommaire. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le déplacement express de Macron à Riyad a-t-il joué en faveur de Saad Hariri? Est-ce encore une nouvelle défaite de l'Arabie Saoudite et du prince héritier? Qu'en est-il de l'indépendance politique du Liban? À toutes ces questions, nous répondrons. De retour au Liban, Saad Hariri suspend sa démission. Dans un tweet publié hier, Bernard-Henri Lévy défend catégoriquement Frédéric Aziza contre l'accusation d'agression sexuelle dont il a fait l'objet la veille, qui nous fera croire que Aziza est le Weinstein français. Et comment mettre un signe égal entre ce qui lui est reproché et ce dont on accuse Ramadan? Amitié à Frédéric Aziza, écrit Bernard-Henri Lévy. Pogba, Aurier, Drogba, l'indignation des stars du football contre l'esclavage en Libye éclate au grand jour. Nous y reviendrons. La question LGF du jour, si vous n'êtes pas en danger, il faut retourner dans votre pays, répond Macron à une Marocaine qui demande l'asile. A-t-il eu raison, selon vous? Si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays. Et au Maroc, vous n'êtes pas en danger. Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, Libertad au 01 40 33 9000. Vous pourrez nous appeler en fin d'émission. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour la suite de votre émission, le LGF, le grand forum, jusque 18h avec Redouane Moumine qui est avec nous. Redouane, jusque 18h avec cette question. Aujourd'hui, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé lors du déplacement d'Emmanuel Macron au Resto du Cœur et il a ainsi interpellé ou parlé, plutôt échangé avec une Marocaine qui demandait le droit d'asile, à qui il a répondu: si vous n'êtes pas en danger, il faut retourner dans votre pays, madame. A-t-il eu raison de lui parler de la sorte, Redouane? J'aurais préféré qu'il dise ça à Manuel Valls. Oui, en l'occurrence, c'était pas le cas. Après, j'imagine que les résultats vont être extrêmement mitigés. Parce que j'imagine très bien les questions que se posent les gens. Moi personnellement, je pense que c'est une attitude anormale, surtout venant de quelqu'un qui porte la parole de la France. C'est un message extrêmement négatif pour tout un tas de raisons. Après, le débat sur est-ce qu'on doit être universaliste, ouvrir les frontières telles que le souhaite une partie de l'extrême gauche, c'est un débat qu'on pourrait ouvrir mais qui durerait très longtemps. Pour ma part, je pense que on ne peut pas dire à quelqu'un dont on ne connaît pas l'histoire tu n'es pas le bienvenu. Ouais. On peut peut-être aller voir les résultats sur Facebook et Twitter. Facebook, je rappelle, pour voter, Christophe, France Maghreb 2, pardon. Sur Twitter, LGF, LGF officiel, voilà, c'est ça. Et j'avais cru voir tout à l'heure les résultats qui étaient assez mitigés d'ailleurs, hein. C'était, voilà, on en reparlera, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien. Moi, Redouane peut aller rapidement jeter un petit coup d'œil. Alors, je suis sur Twitter. Alors, sur Twitter, sur LGF officiel, a-t-il eu raison, Emmanuel Macron, donc, de répondre de la sorte à cette dame marocaine qui l'interpellait sur pour comment avoir des papiers, obtenir plus précisément le droit d'asile. 40% oui, 60% non. Ah oui, 40% oui, 60% non. Ouais, donc c'est très mitigé, effectivement. Je vous donnerai également la tendance sur Facebook d'ici quelques instants. Bien sûr, ne bougez pas. On en reparle et on suivra ça de très près sur France Maghreb 2. Sinon, évidemment,
eh bien, on peut parler véritablement d'une véritable saga. La saga Saad Hariri qui a débuté il y a un peu moins d'une semaine, vous vous en souvenez certainement, écoutez plutôt. Saad Hariri, un coup démissionne, un coup ne démissionne plus, c'est à n'y plus comprendre grand chose, ou plutôt à comprendre beaucoup de choses. Peut-être Redouane, avec cette question aujourd'hui que l'on se pose à propos donc de cette véritable saga qui s'opère depuis une petite semaine. On rappelle donc Saad Hariri était en Arabie Saoudite, où apparemment, d'après les infos, il aurait été contraint d'annoncer sa démission, de faire part donc au président Michel Aoun de démissionner. Ensuite, s'en est suivi d'une visite express d'Emmanuel Macron, qui était d'ailleurs en visite dans la région. Et puis Saad Hariri qui a rejoint Paris et est reparti donc depuis hier, à l'occasion d'ailleurs de la fête nationale au Liban, où là, il a suspendu sa démission. Redouane, est-ce qu'on peut tenter d'y voir un peu plus clair, en attendant que les auditeurs, s'ils le souhaitent, nous appellent bien sûr pour avoir leur avis au 01 40 33 9000. Y voir plus clair, c'est quand même le brouillard. Ouais. Après, je suis vraiment en train de me poser la question. Je pense que je suis vraiment dans le doute. Donc ma parole n'aura pas plus de valeur que n'importe qui d'autre. Je suis en train de me demander si Saad Hariri ne serait pas finalement le génie de cette année, c'est-à-dire qu'il ait tenté un coup de poker et que ce coup de poker que personne n'a imaginé en fait depuis le début ait fonctionné, c'est-à-dire quand Saad Hariri est arrivé comme Premier ministre, il n'avait quasiment aucune influence dans le pays. Il n'avait plus le soutien de l'Arabie Saoudite à l'époque. Michel Aoun, qui est son opposant politique depuis de longues années, était président de la République, donc il n'avait aucune marge de manœuvre. Là, avec ce départ qui a constitué de l'effroi au Liban, tout le monde s'est bloqué, tout le monde a pris peur, et son retour est devenu un soulagement. Il est devenu finalement indispensable à l'ensemble du paysage politique libanais. Il arrive, la foule l'acclame, les grands leaders politiques chrétiens l'attendent dans le centre-ville de Beyrouth, le Hezbollah salue son retour, et tout le monde attend de lui qu'il prenne des décisions. Il y a 6 mois, personne n'attendait de lui qu'il prenne des décisions, et aujourd'hui, tout le monde attend de lui qu'il prenne des décisions. Est-ce que finalement, depuis le début, ce n'est pas Saad Hariri qui a tenté un coup? Ah, tu serais dans cette optique. Oui, parce que... Tenter un coup par rapport à quoi? Quel était l'objectif? L'objectif, c'est redonner de la marge de manœuvre à son camp et au parti du futur au Liban, qui aujourd'hui n'a plus aucune influence sur non seulement sur les débats, mais également sur les décisions. Ouais. Et aussi tenter un coup sur l'influence des sunnites par rapport aux chiites à l'intérieur du pays. Ah bon, on va voir ce qu'en pense le docteur, qui est un spécialiste en la matière, en tout cas dans cette région. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Attendez un instant, je cherche mes brouillons parce que justement. Ah bon, docteur, est-ce que vous entendez, est-ce que vous avez entendu ce que vient de nous oui, j'ai dire entendu. Redouane? C'est pour cela que vous m'avez pris à l'improviste. C'est-à-dire, j'allais intervenir, si vous permettez, pour le problème de l'esclavage en Libye en tant qu'humanitaire, tout ça. Donc pour saluer position de notre président, Monsieur Macron, il est un peu tard, mais mieux que jamais. Oui, mais là on parle de Saad Hariri, docteur. On revient à un autre sujet. On repartira une autre fois sur le problème de les esclavagistes en Libye, ainsi de suite. Donc revenons à nos moutons concernant ça. Pour votre chroniqueur, Monsieur Radouane, bon, c'est pas de sa faute. Il n'y a pas une concurrence, Monsieur Radouane, entre Monsieur Michel Aoun, le président, et Hariri. Ça fait 3. D'ailleurs, il faut voir. Donc, j'analyse. J'ai combien de minutes, Monsieur c'est pas une question de minutes, docteur. C'est pas une tribune. Non. Donnez-nous votre avis qui nous intéresse. On n'est pas là pour faire une tribune. L'avis qui m'intéresse, c'est que il y a 3 présidents qui étaient présents hier, le mercredi. Le président de la République, qui a été confirmé en 1989 à la fin de la guerre civile, qui doit être maronite, chrétien maronite, comme le projet de 1937. Le président du Conseil, c'est pas un premier ministre. Beaucoup se trompent, même chez nous en France, c'est le président du Conseil. Ce doit être sunnite, et c'est Monsieur Hariri. Et le président du Parlement, un musulman chiite. Là, je parle pas de l'armée et compagnie, ou les druzes et les autres, les orthodoxes. Donc là, Monsieur Macron, il faut lui donner quand même hommage, est parti 2 heures ou 3 heures
voir les Saoudiens leur dire non, vous pouvez pas le garder. On en a parlé, monsieur Christophe, il y a 8 jours, 9 jours. Il était mis en résidence surveillée. Ils ont refusé. Et là, la France allait monter plus loin. C'est-à-dire, à la Ligue arabe qui sont réunis le dimanche, ils allaient passer au Conseil de sécurité contre l'Arabie saoudite. Donc, ils ont sauvé l'Arabie saoudite de ce piège où ils s'étaient renfermés. Maintenant, concernant la démission, donc il est revenu parce qu'il y a des négociations dans la région. Donc on en reviendra. Il est revenu parce que ça sert à rien de démissionner parce qu'il a acquis une popularité même parmi les sunnites, même les chiites ou même les chrétiens. Il doit rester, le Liban est un pays indépendant. Maintenant, le problème, à savoir, que feront les Syriens en Russie? Là, ils vont se réunir. Est-ce que il y aura... Attendez, docteur, si vous permettez, on va pas partir dans tous les sens parce qu'après on n'y comprend rien. Voilà, allez-y, posez les questions que je puisse répondre. Par rapport à ce que vient de dire docteur Edouane, d'abord, réaction. Alors, je ne partage pas du tout votre avis. Oui. Quand je parlais de concurrence, je parle du fait que Hariri et le Parti du Futur ont soutenu la candidature à la présidence de Samir Jarjar, qui était le candidat direct depuis plusieurs années contre Michel Aoun. Bon. En ce sens-là, il a représenté une concurrence. Puis Saad Hariri s'est fait abandonner par les Saoudiens et une partie des Sunnites au moment où Frangi a été soutenu par l'Arabie Saoudite pour devenir le futur président à la place de Jarjar. Je suis un peu gêné parce que j'ai peur que les auditeurs ne comprennent pas ce dont on parle. C'est bon, donc, justement, on en discute tous les deux parce qu'il faut bien reprendre. C'est pour cela je pars à l'historique. Vous avez raison, monsieur Radouin. C'est-à-dire, monsieur Aoun était pas du tout voilà, donc c'est bon. Là, si vous voulez qu'on aille dans ce sens-là, il nous permettent, monsieur Christophe, au fait, il y avait 3 candidats à la présidence. Le candidat des Iraniens et des Russes. 3 candidats chrétiens, on dit aux auditeurs. Oui, les 3 sont chrétiens et maronites. Là, on n'en revient pas là-dessus. Il ne peut pas être ni musulman sunnite, ni druze, ni chiite, ni rien, ni même pas chrétien orthodoxe. Il doit être maronite, la Constitution. Donc, il y avait 3 candidats au Parlement, sont élus pas au suffrage universel au Parlement. Exact. Voilà, donc vous êtes d'accord, monsieur Donc, Radouin. ils doivent être soutenus par les autres minorités confessionnelles, notamment bien sûr, les partis sunnites et les partis chiites, pour pouvoir devenir président. Oui, alors rappelez-vous, le suffrage, ça fait à peine une année, ils ont passé une vingtaine de fois pendant 2 jours. Rappelez-vous, bon, il y avait même qui ont voté blanc, d'autres ils ont même donné... Bon, le problème, c'est qu'il y avait 3 candidats. Bon, Jarjar, Samir Jarjar, c'est le boucher de Sabra et Châtiel à 82, était soutenu par les musulmans sunnites, surtout, c'est vrai, par le courant du futur et l'Arabie saoudite et Qatar et compagnie. Monsieur Aoun, Michel Aoun, l'actuel président, était soutenu par le camp iranien, plus ou moins turc, et les Russes. Et Frangieh qui était au milieu, soutenu par d'autres forces qui étaient neutres. Il s'est retiré, il restait après les deux, après il restait comme M. Aoun. Justement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un renversement d'alliance et que les Saoudiens, sentant que Jarjar n'était pas le bon cheval, se sont dit on laisse tomber Hariri et on va soutenir Frangieh, le numéro 3. Et à ce moment-là, Hariri s'est senti trahi et ça a été un coup de poignard dont personne ne parle, qui a quand même eu lieu il y a un an. Je suis d'accord avec vous. Hariri le poignard contre les Saoudiens qui a accepté Aoun, mais sous condition pour la guerre en Syrie. Il voulait pas que des ministres qui partent voir Bachar el-Assad. Rappelez-vous, là d'ailleurs il y a un conflit. Il faut revenir à France 24 en arabe. Hier et aujourd'hui, ils ont tout mis le détail là-dessus. Donc, vous voyez ce que je vais vous dire. Pour le moment, c'est la France, chacun revient à son précaré. Il faut dire la vérité. La France actuellement met tout son poids pour éviter un conflit entre le Hezbollah et les Israéliens et sur la terre libanaise. Et ils font tout leur poids pour garder actuellement le Liban son précaré d'une manière constitutionnelle et un peu stable, en attendant justement ce qui va se passer en décembre en Russie. N'oublions pas qu'à Riyad, ils ont fait quand même, ils ont avalé des couleuvres. Il y a un Russe qui est en train de diriger à Riyad même depuis hier l'opposition syrienne, ce qu'on appelle modérée, pour aller à Moscou. À Sochi. Je pense qu'il y a quelque chose
qui trame actuellement. Je pense qu'il y a une erreur de la part des journalistes en général et de nous en fait depuis le début. On a trop négligé ce qu'il se passait dans la cuisine interne libanaise, politique, et on s'est trop focalisé sur ce qui se passait sur le plan régional. Ce qui s'est passé hier, que le Hezbollah, Hassan Nasrallah, salue le retour de Saad Hariri au Liban, c'est historique. C'est historique. Bien sûr. Il y a 3 ans, Hariri disait je veux pas y aller, ils vont m'assassiner. Donc, excusez-moi, là, justement, le sujet est très chaud et très compliqué. Je vous félicite, monsieur Christophe, vous l'avez posé, parce qu'actuellement, il faut attendre au jour le jour. Il faut voir la position. Mais alors, attendez. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, si vous permettez, messieurs, puisqu'il s'est passé énormément de choses cette semaine. Notamment, la Ligue arabe qui a voté à l'unanimité reconnaissant le Hezbollah comme une organisation terroriste. C'est important, ça, de le dire aussi. Ça, c'est que le Liban, il faut dire la vérité, justement, le seul pays qui a dit, l'Irak, ils sont abstenus, les autres ont voté oui, mais le Liban, ils ont demandé à ce que la Ligue des Arabes ne se mêle pas de la politique intérieure, et sachant que ça donne rien comme résolution, la Ligue arabe, parce qu'actuellement la force est entre les mains des Américains, qui sont le soutien inconditionnel des Kurdes dans le nord syrien. On en a parlé, monsieur Christophe. Merci, docteur, en tout cas, pour votre avis. Redouane, le fait que la Ligue arabe, effectivement, vote à l'unanimité, c'était en début de semaine, donc... Alors, à l'unanimité pour ceux qui étaient présents, évidemment, puisque bien sûr. Ceux qui n'étaient pas présents étaient, en fait, ceux qui... Alors... Tous étaient présents puisque on a justement eu un débat en interne là-dessus. Tous étaient présents puisqu'ils ont un siège, mais n'étaient pas représentés en fait par les personnalités officielles de leurs États respectifs. Il y avait juste des petits représentants sous fifre. Évidemment, les pays qui n'ont pas voulu faire le déplacement à leurs officiels, c'est ceux qui s'apprêtaient à voter contre ou à s'opposer. Et ce qui est impressionnant, c'est le cas algérien pour le coup, puisque l'Algérie s'est mouillée. Ah bon? Et elle a fait un choix. Et elle a pris la décision de voter pour. Elle ne sait pas. Attendez. L'Algérie a voté pour à ce que le Hezbollah soit défini comme organisation terroriste. Pourquoi? C'est une bonne question. Et parce que l'Algérie a toujours une politique, à dire pas franchement anti-Hezbollah, pas franchement anti-iranienne. La politique algérienne, c'est une politique généralement pan-arabe au Moyen-Orient et qui se focalise sur la question du conflit palestinien. Or là, le choix de définir le Hezbollah, qui fait quand même partie des mouvements principaux qui luttent pour la libération de la Palestine, d'accepter de définir que ça soit une organisation terroriste, c'est un choix. Ils se sont mouillés. Ils ont pris un choix important et donc peut-être que il y aura des conséquences dans la diplomatie algérienne dans les prochains mois. Alors Redouane, histoire d'y voir un peu plus clair pour ceux qui nous écoutent là, on parle évidemment du Liban, Saad Hariri, tu nous as donné ton avis. Aujourd'hui, on avait aussi entendu parler, tu peux peut-être nous confirmer ou nous affirmer d'ailleurs, que il y avait 2 enfants qui étaient restés de Saad Hariri en Arabie Saoudite. Oui. On s'était dit un temps que c'était un moyen de pression de l'Arabie Saoudite. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, Saad Hariri a reporté ou plutôt suspendu pour l'heure sa démission. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Les Saoudiens sont fâchés? Le contrat n'a pas été respecté? Mais c'est justement la question que je me pose. Et je me dis, est-ce que finalement Saad Hariri ne vient pas finalement de porter un coup politique historique parce qu'il a réussi à ménager les Saoudiens qui sont finalement satisfaits des positions qu'il a prises et qu'il a actées. Les Français sont relativement satisfaits parce qu'il est retourné dans son pays pour acter sa démission. Et tous les partis libanais, sans exception, sont contents parce qu'il est revenu au pays. Donc c'est devenu l'interlocuteur central entre toutes les parties en présence. Il a gagné en influence et en pouvoir. Alors qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va démissionner? Personnellement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa tête et qu'est-ce qui se passe justement au niveau de sa famille. Est-ce qu'il y a des menaces, des enjeux? Mais il est revenu au centre de la politique libanaise et des affaires régionales alors qu'il était complètement en périphérie. Donc quel est le grand gagnant de cette histoire finalement? Jusqu'à présent, moi j'ai l'impression que c'est Hariri. C'est Hariri parce que les grands gagnants auraient été les Saoudiens si le pays était entré dans une instabilité profonde et s'il y avait une opposition populaire au Hezbollah, qui n'a pas eu lieu. Donc c'est une espèce de défaite pour l'Arabie Saoudite et du prince héritier en tout cas. Non, parce que finalement Hariri a menacé de partir et il a déclaré que c'était la faute du Hezbollah et de l'Iran. Donc les Saoudiens sont ravis. Quel est Redouane, qu'en est-il de l'indépendance politique maintenant du Liban?
C'est compliqué, hein. C'est compliqué l'indépendance politique du Liban parce que finalement, quand on retrace toute l'histoire du Liban, ils n'ont jamais eu cette indépendance politique. Ils ont toujours été un État satellisé par les gros États voisins ou les grosses puissances régionales. Et aujourd'hui, il y a un mariage d'amour direct entre la population chiite du Liban et l'Iran. Ils sont complètement satellisés par l'Iran. Les sunnites aujourd'hui sont assez éclatés en fait. Il y a beaucoup d'anarchie politique auprès des sunnites libanais, mais pour la plupart, ils ont fait allégeance à la politique saoudienne. Oui. Et les chrétiens sont complètement associés aux positions que prennent les États européens. Bon, dernière petite question par rapport à l'Arabie Saoudite. On sait apparemment, d'après certaines rumeurs, que le prince héritier serait intronisé la semaine prochaine. Ça, c'est les rumeurs qui circulent. Et qu'il aurait proposé, à l'occasion d'une rencontre avec Mahmoud Abbas, de tripler l'aide apportée aux Palestiniens si les Palestiniens acceptaient de signer la paix avec Israël. Voilà. Dans le même temps, le Qatar annonce que effectivement, il suspend ses relations avec le Hamas. Et dit-il sous une pression importante des Saoudiens, mais qu'il reste, pour ce qui est du Qatar, un allié important pour les Palestiniens, en tout cas dans un soutien, en tout cas pour les Palestiniens, mais en suspendant toute cette aide auprès du Hamas. Donc là, il y a une espèce de jeu poker menteur qui s'engage dans cette région, et on a l'impression que tous les acteurs essayent de jeter leur dé. Ça y est, là, les Saoudiens ont fait un choix. Ouais. Ils avaient déjà fait un choix officieux qu'ils avaient du mal à assumer sur la scène internationale, qui était déjà la reconnaissance de l'État d'Israël et le soutien à l'État d'Israël. Là, clairement, c'est fait. Hein. Là, c'est clairement fait. Ça existait en fait depuis 20 ans, puisque petit à petit, l'Arabie Saoudite s'est complètement désengagée du conflit israélo-palestinien, justement pour ménager ses relations avec Israël. Et il y avait également de la jalousie, puisque les relations préférentielles d'Israël dans la région, c'était avec la Turquie. Et aujourd'hui, les deux pays se sont un peu éloignés pour tout un tas de raisons, et donc l'Arabie Saoudite en profite, et elle sait que si Israël est un allié, c'est un allié fidèle et c'est un allié utile. Donc il est compréhensible sur un plan stratégique et géopolitique le choix de MBS de se dire est-ce qu'on a besoin d'Israël dans la région? Effectivement, oui, ils peuvent en avoir besoin pour tout un tas de raisons. Des articles de journaux du Moyen-Orient indiquent que l'Arabie Saoudite aurait, employons vraiment le conditionnel dans toutes ces choses parce que c'est important, aurait proposé de l'argent, des millions de dollars à Israël pour justement faire la guerre au Hezbollah. T'y crois, toi? Non, j'y crois pas du tout, et je ne crois pas du tout aux gens qui disent que Israël compte lancer une nouvelle guerre au Liban ou faire la guerre à l'Iran. Israël aujourd'hui a trop à perdre. Ils savent qu'ils ont eu beaucoup de chance parce que le conflit syrien est passé tout près d'eux, à un cheveu, ils auraient pu subir des conséquences désastreuses. Finalement, c'est bien fini pour eux. Ils ont évité Daesh, et beaucoup de groupes djihadistes anti-israéliens sont bien restés de l'autre côté du plateau du Golan. Ils n'iraient pas se fourrer dans un nid de guêpes, et ils savent que si ils attaquent, ils passent la frontière libanaise, faut voir ce qui va les attendre en face. Parce que le Hezbollah n'a plus la même armée qu'en 2006 par exemple. Mais qu'en 2006 et même en 2010, aujourd'hui, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le Hezbollah contrôle des missiles moyenne portée. Et si Israël n'avait pas son bouclier, en 15 minutes, Haïfa pourrait être bombardé par le Hezbollah. Ils ont tout l'arsenal nécessaire, ils ont des drones, tout ce qui leur manque, c'est des avions. Ils n'ont pas d'avions, mais c'est pour ça qu'Israël ne peut pas passer la frontière. C'est trop de pertes et trop de dégâts. Donc finalement, dans ces différentes affaires que l'on a pu observer et apprécier depuis quelques semaines, quelques jours, pour ce qui est des conséquences, toi tu ne vois pas de conflit armé concrètement, mais l'utilisation peut-être d'un conflit armé au Yémen pour ce qui est de la guerre Arabie Saoudite-Iran. Mais pour faire un conflit, faut considérer qu'on a des pertes acceptables. On a des pertes, et il faut que ces pertes soient acceptables pour que le conflit puisse avoir lieu. Aujourd'hui, s'il y a un conflit entre Iran, Israël et Arabie Saoudite, les pertes sont inacceptables. l'Iran est à, je ne sais plus, à peu près 40 kilomètres par voie maritime de l'Arabie Saoudite. Et au milieu, tous les jours, on a des supertankers qui font transiter du pétrole vers le canal de Suez. Si un conflit éclate, on va avoir une crise extrêmement violente et une explosion, une dévaluation
des cours sur le baril de pétrole qui vont provoquer une crise internationale. Ne bougez pas, messieurs, on est de retour très vite dans un instant avec la vie tranchée notamment de Redouane Moumine, le zapping, et puis nous allons revenir un petit peu en France avec les polémiques à la française. Je nomme BHL qui soutient, mais vraiment très fort, Frédéric Aziza. À tout de suite. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio jusque 18h avec aujourd'hui Redouane Moumine qui est avec nous sur France Maghreb 2 bien sûr, et dans un instant le zapping bien sûr, et notre sujet que l'on va entamer avec vous. Pour l'heure, c'est l'heure, et comme chaque jour d'ailleurs avec nos intervenants de la chronique La vie tranchée. C'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Un sujet qui a été évoqué d'ailleurs par pas mal de nos chroniqueurs cette semaine. Redouane, tu as choisi une nouvelle fois d'en parler et peut-être d'y apporter un nouvel angle. Exactement. C'est Hanan et Nadir, je crois, qui ont parlé avant moi cette semaine de la situation donc de l'esclavage en Libye. Des marchés aux esclaves ont été donc découverts par des journalistes de CNN. Et donc moi je me suis posé la question, en fait, en voyant ces images, je n'ai vu que des hommes. Et je me suis demandé où sont les femmes, où sont ces femmes noires migrantes, puisque il y en a également de nombreuses, on le sait, puisque on les retrouve, elles racontent leurs histoires dans les foyers d'accueil ici en Europe. Et donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des journalistes africains subsahariens qui pour la plupart sont allés enquêter sur place et ont découvert un peu les trafics auxquels elles étaient victimes. Alors d'abord, pour essayer d'organiser les informations et se rendre un peu mieux compte, pour que les auditeurs comprennent, il faut savoir que donc beaucoup de femmes tentent leur chance. Il n'y a pas que des hommes. À peu près 1 personne sur 3 issue d'Afrique subsaharienne, est une femme. Et ces femmes, quand elles partent, donc elles tentent de se renseigner sur les risques qui sont encourus dans les pays qu'elles vont traverser. Et la menace principale lorsqu'elles vont traverser la Libye, elles le savent toutes, c'est le viol. Et donc il faut savoir, les journalistes en témoignent, que beaucoup de femmes qui tentent leur chance et vont passer par la Libye partent d'avance avec des pilules contraceptives dans le risque où elles seraient violées à plusieurs reprises. Comment ça se passe pour leur passage? Comme pour les hommes, donc, elles ont affaire à des passeurs, et ces passeurs les aident donc à franchir le Sahara. Donc, d'où viennent ces femmes? Elles viennent de Guinée-Bissau, elles viennent de Nigeria, du Niger, d'Érythrée, de Somalie, du Tchad parfois également. Et donc, elles sont amenées jusqu'au sud de la Libye, dans la grande ville qu'on appelle de Sebha. Et Sebha, c'est la grande ville du sud de la Libye. Et cette ville, c'est une ville anarchique qui est aux mains de 3 ou 4 grandes milices. Il y règne un désordre total. Et en fait, les passeurs les lâchent complètement dans cette ville. Et après, c'est la jungle. Comment ça se traduit pour elles? Certaines ont de la chance et trouvent rapidement d'autres passeurs pour remonter sur les côtes libyennes. D'autres, malheureusement, sont kidnappés, soit par des milices armées locales, et donc dans ce cas-là, elles auront une courte vie malheureusement, elles seront battues, violées, torturées, et leurs corps seront jetés sur la place publique. Celles qui seront kidnappées par des organisations criminelles, généralement ces organisations sont tenues par des Africains subsahariens, donc des Noirs qui kidnappent d'autres Noirs, il faut le savoir, et ces femmes en fait vont être extorquées et on va leur demander de se prostituer pour obtenir une certaine somme d'argent qui sera le gage de leur libération. Et là commence l'affaire de la prostitution pour ces femmes noires. Donc on a affaire à une autre forme d'esclavage qui sera l'esclavage sexuel, et cet esclavage sexuel va également se prolonger sur les côtes libyennes, puisque beaucoup de femmes qui vont arriver donc sur les côtes libyennes, à Tripoli, à Sirte, à Misrata, vont devoir passer par les maisons de passe pour pouvoir se procurer des billets pour l'Europe. Pourquoi? Parce que donc payer les passeurs pour l'Europe, c'est encore plus cher, ça prend beaucoup de temps, et donc généralement, ces maisons de passe qui sont tenues par des maquerelles issues de l'Afrique subsaharienne, ce sont des maquerelles nigérianes dont témoignent les journalistes pour la plupart, et ces maquerelles donc embauchent les jeunes femmes pour un an et demi, et elles reçoivent 50% des bénéfices pour chaque client qui va passer. Et la dernière information que j'aimerais donner, pour les femmes qui arrivent à s'en tirer, c'est une Érythréenne dont j'ai réussi à obtenir le témoignage. Il y a une amie qui travaille dans un foyer d'accueil aux réfugiés. Cette Érythréenne a travaillé 1 an dans une maison de passe.
Elle est arrivée donc sur les côtes puisqu'elle avait payé donc son passeur et il n'y avait plus de place dans l'embarcation. Donc le passeur l'a laissée sur la plage. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben elle est retournée dans la maison de passe et elle a travaillé à nouveau 1 an pour se payer un billet. Donc vous imaginez les conséquences abominables pour ces femmes qui, pour certaines, y laisseront leur vie, d'autres réussiront à atteindre l'Europe mais ne seront pas sûres d'obtenir un titre de sûreté. Les conséquences psychologiques. Et donc, ma conclusion, ce serait de dire, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, aucun journaliste n'a eu vent de marché aux esclaves de femmes. On ne sait pas si les femmes sont vendues d'un homme à un autre, comme ça a eu lieu par exemple dans l'esclavage des yézidis au sein de l'organisation de l'État islamique, mais on sait que elles sont les victimes d'autres formes de traite humaine et en particulier donc la prostitution. Merci pour ces explications. Alors, on a lancé un nouveau rendez-vous hier, mon cher ami Redouane. Le d'accord ou pas d'accord avec Redouane sur ce qu'il vient de nous dire. Eh bien, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, bien vous pouvez nous appeler maintenant. On a une petite minute de 01 40 33 9000 pour peut-être aussi obtenir des éclaircissements de la part de Redouane concernant son avis tranché. C'est le moment d'appeler pour nous donner un petit peu votre vision et sur ce que vous avez entendu donc de la part de Redouane. 01 40 33 9000. D'accord, pas d'accord. Besoin d'éclaircissement. C'est maintenant que ça se passe. Évidemment, le temps de vous rappeler la question du jour, qui est la suivante en rapport à Emmanuel Macron et sa visite donc au Resto du Cœur pour le lancement de cette campagne hivernale des Restos du Cœur. Il est rencontré, alors devant les caméras, tout est orchestré évidemment, communication oblige, eh bien une Marocaine qui lui a fait part de son envie d'obtenir le droit d'asile et il lui a répondu que si vous n'êtes pas en danger, en insécurité dans votre pays, vous pouvez retourner dans votre pays, madame, sachez qu'au Maroc vous n'êtes pas en danger, lui a-t-il dit. Est-ce qu'il a eu raison selon vous? Alors les résultats sont assez contrastés, donc sur Twitter on disait que eh bien c'était le non qui l'emportait, je crois. Par contre sur Facebook c'est oui, 64% pensent que oui, il a eu raison de lui parler ainsi, contre donc 36% pour eh bien non. Sur Twitter, eh bien vous votez en tout cas, c'est sur Twitter LGF officiel, sur Facebook France Maghreb 2. Donc visiblement on est ravi, Redouane, puisque tout le monde a l'air d'accord avec ce que tu viens de nous dire. En même temps, il n'y avait pas trop de prise de position, on va dire. C'était plus un avis tranché avec des recherches à l'appui. Voilà. D'où peut-être... Il y avait une seule prise de position, c'est de dire que non seulement les Arabes sont responsables, les Arabes libyens sont responsables des traitements inhumains que subissent les Noirs migrants, mais également les Noirs migrants eux-mêmes sont, à travers les trafiquants, les maquerelles, etc., acteurs de ces traites humaines. Chacun y trouve son compte finalement, quelle que soit sa race, sa religion et son origine. Bon, alors 01 40 33 9000, tout le monde est d'accord, pas d'accord? On prend un avis. Bonsoir. Allô? Allô, oui. Bonsoir, Méziane. Oui, bonsoir, monsieur Redouane et bonsoir. monsieur Christophe. Bon, écoutez, j'ai pas écouté votre votre intervention là, récente là, il y a 5 minutes. Ouais. Mais par contre, je voudrais répondre là, par rapport à Macron. Ouais. L'histoire de Marocaine. Moi, je trouve que d'un point de vue de la logique, Macron a eu raison. Mais comme les choses sont beaucoup plus subtiles et plus compliquées, en fait, la politique, nous, en tant que immigrés, bon, en ayant les papiers, donc on est un peu à l'abri, bien entendu, donc ça peut paraître égoïste. Mais en fait, c'est la politique de nos pays d'origine. Pourquoi les gens s'en vont? S'ils s'en vont, c'est parce qu'il y a la misère. Moi, je le ferais aussi. Et n'importe quel être humain pourrait le faire, il le ferait. Ouais, mais c'est vrai que cette question se pose, elle est très légitime. Pourquoi les gens s'en vont pour connaître, pour aller vers parfois, et pour beaucoup d'ailleurs, vers l'inconnu, au risque de leur vie d'ailleurs, et comme le signifiait tout à l'heure Redouane, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur le sujet, qui parfois sont amenés à faire des choses absolument scandaleuses pour obtenir ce droit d'aller en Europe. Le problème, vous avez bien vu le drame qui s'est passé à Essaouira il n'y a pas longtemps, ouais, où il y avait 17 femmes qui ont été mortes, les pauvres, par rapport à une distribution de farine, d'huile et peut-être un peu d'argent. Donc les gens sont dans une misère pas possible, ils sont prêts à n'importe quoi, même à devenir presque des animaux, mais c'est malheureux. Moi je les condamne pas, au contraire, je les plains. Mais je crois que nous on est en train de demander à France, Macron, de nous faire l'aumône.
Et en fait, notre dignité, ça serait de penser un peu aux politiques de nos pays d'origine. Et là, tout est le problème. Et nos politiques des pays d'origine sont un peu les instruments aussi de la France, de l'Europe, des États-Unis. C'est tout un cercle vicieux, c'est très compliqué. Mais je crois que si nous devons mener une bataille, au départ, c'est déjà dans nos pays d'origine, comme ce qui s'est passé en Tunisie, avec le pauvre malheureux qui s'était immolé. Je crois que dans tous les pays arabes, dans tous les pays, il n'est pas possible, dû à un manque de démocratie. Mais si on cherche les origines, bien entendu que la politique occidentale n'y est pas pour rien, mais quand même on devrait faire un peu de, comme on appelle ça, d'autocritique en se disant, est-ce qu'on a les gouvernements qu'on mérite? Merci Méziane. Voilà, on a bien compris en tout cas tes différentes interrogations, puisqu'il y en a plusieurs en tout cas pour le coup. Vous n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis qui nous intéresse pour le donner tout à l'heure et interpeller Redouane si vous le voulez dans Libertad. Pour l'heure, on va passer à notre zapping mon cher ami Redouane. Et pour commencer, Edoui Plenel a été à la rencontre des étudiants de Sciences Po et devant eux, il s'en est pris évidemment à qui? Eh bien Manuel Valls. Une campagne de quelqu'un qui a choisi, après avoir été battu, primaire de la gauche, avoir été renié quelque part par son parti puisqu'il n'est plus socialiste, n'avoir pas été accepté par En Marche dont il n'est que député apparenté, il essaye de se refaire. Et il essaye de se refaire sur la mise en scène d'un agenda idéologique. Il n'aime pas qu'on dérange, il n'aime pas qu'on fasse cette liberté de la presse. Oui, il y a un problème avec la démocratie, mais attendez, il viole là la Constitution. Je veux qu'il rende gorge, je veux qu'il soit exclu du débat public. Monsieur Valls aurait dit ça sur le directeur de Valeurs Actuelles. Mediapart, sous ma plume, aurait fait un éditorial et la Société des journalistes de Mediapart aurait protesté. C'est un scandale. Voilà, Edoui Plenel donc qui est intervenu devant les étudiants de Sciences Po, Redouane, pour s'en prendre à Valls et pour dire tout le bien qu'il pensait de lui, finalement. Voilà. Tu souhaitais réagir là-dessus par rapport à cette polémique là entre Valls, Edoui Plenel? Non, je pense qu'il a eu raison dans ses propos de dire que parfois les paroles de Monsieur Manuel Valls sont attentatoires aux valeurs de la démocratie, parce qu'il a une manière d'aborder les débats et d'aborder la contradiction qui sont relativement dangereuses en fait. Hier soir avait lieu, peut-être que ça nous a pas échappé, les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées. Évidemment, il y avait Anne Hidalgo, mais aussi les forains en colère, eux, représentés aussi par Marcel Campion. Et pour protester d'ailleurs contre les décisions prises à l'encontre des forains, il a même été décidé d'éteindre la grande roue afin d'enlever un peu de magie à cet événement. Et il s'en est expliqué. Écoutez Marcel Campion qui visiblement a trouvé une nouvelle amie en la personne de Anne Hidalgo. Marcel Campion qui est là. Donc on va s'approcher de Marcel pour comprendre ce qui se passe exactement. Parce que là, la roue, vous avez décidé de l'éteindre et on voudrait connaître la raison de ces protestations. J'ai honte de ce que les élus de la ville de Paris ont fait encore aujourd'hui, ce qu'ils ont fait l'autre fois. J'ai honte d'avoir soutenu ces gens-là, je suis écœuré. Et j'ai pas de raison de leur donner de la lumière. Donc le temps qu'ils sont là, j'éteins la lumière et je la rallumerai dès qu'ils auront foutu le camp. Donc pendant une demi-heure, oui, c'est le blackout de la roue. Oui, mais exactement. Oui, parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pire que ça. Racontez, parce que peut-être nos téléspectateurs sont pas c'est pire que ça. Ils ont voté l'arrêt de la grande roue, c'est-à-dire un contrat de 6 années. Ils l'arrêtent au bout de 2 ans. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. En plus, le marché de Noël, ils mettent 2000 emplois au chômage. Ils s'en foutent, c'est des socialistes. Ils auront leur chèque à la fin du mois. Eux, il n'y a pas d'inquiétude. C'est les Parisiens qui payent. Mais c'est dommage, ce sont des gens qui ne sont pas corrects. Je regrette de les avoir soutenus au moment des élections. La grande roue, la grande roue va rester là pour l'instant. Il est prévu qu'elle reste pour les 6 prochains mois, c'est ça? Oui, mais c'est des amateurs. Aujourd'hui, on a assisté à un débat à l'hôtel de ville, c'est tous des amateurs. Le juge va s'occuper d'eux. Moi, j'ai un contrat et je ferai. Non, mais le juge va s'occuper d'eux. Ils ont voté un vœu aujourd'hui. Ça n'a aucune valeur juridique. Ils font du cinéma pour les médias. Ils se régalent entre copains. Ils boivent un petit coup et ils veulent mettre les entreprises par terre. Les arts populaires, ils veulent mettre par terre. Les forains, ils n'en veulent plus parce que Monsieur Bernard Arnault veut faire un parc d'attractions à Paris. Alors lui, on lui met les forains dehors. Voilà la vérité. Bon, on posera tout à l'heure la question évidemment à Anne Hidalgo. Vous allez l'interpeller ici ou pas du tout? Oui, Anne Hidalgo, je l'attends.
Voilà. Bon, il a l'air très 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 amer hein, pour le coup, Marcel Campion, Redouane. J'ai pas bien suivi l'histoire. Ouais, mais c'est l'histoire avec la grande roue apparemment. Donc marché de Noël, on n'en veut plus. La grande roue, Anne Hidalgo souhaite qu'il l'enlève. Donc il y a une espèce de conflit. Mais quelle est la motivation principale de la mairie de Paris? Pour changer un petit peu la physionomie du quartier. Voilà. Ça, moi j'ai juste un truc à dire. Ouais. La mairie de Paris savait pour la faire Lafarge en Syrie et ils leur ont acheté quand même du ciment pour faire Paris-Plage. Moi ça me dégoûte. Bon, allez, on enchaîne avec justement pour reparler de ce sujet qui nous fait qui fait couler beaucoup d'encre, les violences infligées aux migrants qui passent par la Libye. Et Emmanuel Macron donc a reçu hier après-midi à Paris au Palais de l'Élysée son homologue guinéen et président de l'Union africaine, d'ailleurs Alpha Condé. Et le sujet a été abordé par les deux hommes. Le président français ne mâche pas ses mots pour qualifier la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Écoutez ce qu'il a dit hier. C'est un crime contre l'humanité. C'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Convaincu ou pas par la prise de position d'Emmanuel Macron, Redouane? Bon, on doit juste se rappeler qu'il y a 4 mois, il a proposé qu'on installe des hotspots en Libye. Alors que le pays est encore en pleine guerre civile, il a dit non, mais on va traiter les demandes d'asile directement en Libye. Les gens resteront là-bas et puis on s'occupera d'eux de France. Alors, dans la foulée, Emmanuel Macron annonce que la France a initié une démarche au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, une démarche devant conduire à des résolutions concrètes. À ses côtés, donc le président de l'Union africaine, Alpha Condé, se montre lui beaucoup plus critique. Pour lui, les Européens ont une part de responsabilité dans ces trafics qui s'opèrent en Libye. Nous pensons que nos amis de l'Union européenne n'ont pas eu raison de demander à la Libye de garder les immigrés parce qu'il n'avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de moyens, c'était de maintenir dans des conditions extrêmement difficiles. L'Union européenne ne peut pas choisir un pays où il n'y a pas de gouvernement pour demander à ce pays de retenir des réfugiés alors qu'il n'y a aucun moyen. On sait qu'en Libye, il n'y a pas de moyens. Voilà pour en tout cas donc le président Alpha Condé. Il a raison. Bah, il y a rien à dire de plus. Ouais. Il a tout dit. Voilà pour le zapping sur France Maghreb de 01 40 33 9000 pour participer aussi à cette question du jour aujourd'hui qui est la suivante donc à propos de Emmanuel Macron qui a devant une Marocaine donc lui a dit, une Marocaine qui demandait le droit d'asile, lui a signifié si vous n'êtes pas en danger dans votre pays, il faut retourner dans votre pays madame. Je ne pense pas que vous soyez en danger au Maroc, lui a-t-il dit. A-t-il eu raison de lui répondre ainsi? Sur Facebook 64% disent que oui, 64% disent que oui, il a eu raison. Sur Twitter, Redouane, est-ce qu'on peut y retourner peut-être voir parce que je me rappelle plus là pour le coup. LGF officiel sur Twitter pour voter et sur Facebook France Maghreb 2. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis qui pour le coup nous intéresse parce que voilà, vous êtes oui, 40% oui, 60% non. Donc c'est l'inverse en fait. Oui, voilà. C'est l'inverse. 40% de gens pensent que oui, il a eu raison, 60% non, alors que sur Facebook c'est totalement l'inverse. 64% disent qu'il a eu raison, contre 36% pensent que non, il n'a pas eu raison. Voilà. Très intéressant hein, ces deux réseaux sociaux là. Ouais. Voilà, et ce mélange un petit peu. 01 40 33 9 pédalo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom monsieur? Ouais, c'est Oumar d'Aulnay-sous-Bois. Bonsoir Oumar, Bonsoir. Bienvenue à vous. Ouais, j'aimerais réagir par rapport à la question de loi. Oui, on vous écoute. Vous savez, moi je suis un genre de Mélenchon. Quand Macron fait un truc de travers, je suis le premier à crier au scandale. Et là, il faut quand même prendre en compte le contexte. Mais dire avant de lui dire cette phrase, il y a quand même eu un échange verbal. Je vais dire, il a posé un certain nombre de questions à la femme. Oui. À partir des réponses qu'elle a données, en gros qu'il a eu une idée globale de sa situation. Et c'est là justement qu'il a dit la phrase. En fait, c'était soit il lui disait, écoutez madame, on va vous donner les FAF, vous allez rester en France, etc. Et à ce moment-là, la droite et le Front National lui seraient tombés dessus. Ouais. Ou soit effectivement, il lui disait, voilà, retournez chez vous, etc. En fait, moi, le reproche que je peux lui faire, ouais, c'est surtout par rapport à la phrase de Michel Rocard. Ouais. Il lui a balancé on peut pas accueillir toute la misère du monde. En omettant quand même la suite. Sa phrase complète, c'était quand même l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle peut prendre sa part de cette misère. Exact. D'ailleurs, cette phrase, elle est souvent citée partiellement. Ouais, absolument, absolument. Merci Omar pour ton avis. À très bientôt. C'était très important. Oui. Fatima aussi est là. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Je suis à l'antenne là? Oui, en plein dedans, oui.
D'accord. Bonjour à votre... Je voudrais revenir sur la signature de l'Algérie en ce qui concerne le Hezbollah. Ah, très bien, oui. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un vérifie pour voir, parce que des fois, ça m'étonne, parce que la Palestine, le pays, la Palestine, le pays, la Palestine, a été déclaré en Algérie. Donc, moi, je ne pense pas que les Algériens, ils vont voter pour le Hezbollah, ils vont voter, ils vont voter pour la motion là que le Hezbollah est terroriste, alors qu'il défend les Palestiniens. Moi, je ne crois pas à ça. Attends, Fatima, bouge pas, Redouane. Alors, je l'ai lu de mes propres yeux hier. Probablement que j'ai mal lu. Peut-être que j'ai fait une erreur. Il faudrait qu'on revérifie. Voilà. Mais je vous avoue que je pense que c'est bien ça, parce que j'ai été très surpris sur le coup, connaissant la diplomatie d'Algérie. Moi, je suis pas surprise. Je suis choquée. Ah bah. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc moi, j'aimerais bien que vous, un auditeur, vérifie. En ce qui concerne la dame marocaine, elle aurait dû dire à Monsieur Macron que les Français, parce qu'il y a une forte communauté étrangère, et en particulier française au Maroc. Oui. Pourquoi eux, ils ont le droit de vivre au Maroc, d'acheter des riads, des machins, et de vivre là-bas, et pourquoi elle n'a pas le droit de vivre ici? Voilà la question qu'elle aurait dû lui poser. Oui, et pas d'être en danger ou ceci ou cela. Bon, il a eu raison ou pas de lui parler comme ça? Non, il n'a pas eu raison. D'accord, très bien. Merci, Fatima. En détresse, il n'a pas eu raison. Bon. Et la troisième chose, rapide. Christophe, c'est depuis hier, les choses se sont inversées en ce qui concerne l'harcèlement sexuel. Ah ouais. Alors maintenant, on dit, est-ce que les femmes ne font pas trop? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce que il y a Aziza qui a été oui. Et alors là, le soutien, alors on va en parler dans un instant, le tweet de Bernard-Henri Lévy, juste scandaleux. Non, je ne parle pas d'Henri Lévy, je suis là, je le calcule pas. Ouais. Mais lui, il a reconnu dans son tweet et il s'est excusé. Il a ce matin sur BFM, je crois. Alors dans son tweet, il dit oui en 2000, je sais pas quoi. Il a comme quoi qu'il a fauté. On va retrouver le tweet, Fatima. On va le lire dans un instant, d'accord? On va retrouver le tweet, on le lit dans un instant, parce que Aziza, là, il tweet beaucoup, non, mais depuis un petit moment, là, il tweet plus beaucoup, donc, on va pas avoir de mal à le retrouver. Il a fait un que j'ai vu ce matin sur BFM, comme quoi qu'il s'excuse, et qu'il a fait on va te confirmer ça. On va te confirmer ça. Ne bouge pas. Merci beaucoup, Fatima. Christophe. Non, j'ai la pub, là. Vous allez dire bonjour en tant qu'homme à une femme, elle va vous dire vous m'agressez. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça, je te dis même pas au revoir, Fatima, parce que sinon tu risques de dire que je t'ai agressé. Merci, à bientôt, Fatima. À bientôt, au revoir. Non, mais c'est vrai, on tombe dans une psychose, là, pour le coup, hein. Faites gaffe, hein. Oui. Faites gaffe, les gars. Moi, j'ai une pensée pour tous les aveugles qui, sans faire exprès, peuvent toucher une femme lorsqu'ils se promènent dans les rues avec leur canne blanche. Faites gaffe, les gars, ça peut vous tomber dessus. Bon, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h avec Redouane Mimoun qui est qui est avec nous jusque 18h. Fallait bien que je me trompe au moins une fois aujourd'hui. C'est arrivé, voilà. Il a fallu attendre 17h25 pour que je me plante. Bon, bienvenue à tous en tout cas, 01 40 33 9000 pour répondre à cette question du jour que l'on vous pose par rapport à cet échange qu'il a eu avec cette femme marocaine qui lui demandait le droit d'asile. Il lui a dit donc si vous n'êtes pas en danger dans votre pays, il faut retourner dans votre pays, madame. C'est ce que lui a signifié donc Emmanuel Macron à l'occasion du lancement de la campagne hivernale des Restos du Cœur. Est-ce qu'il a eu raison selon vous? Alors on rappelle que sur Facebook vous êtes en grande majorité à dire oui, qu'il a eu raison, 64% contre 36% non, alors que sur Twitter eh bien vous êtes 40% à dire oui et 60% à dire non. Ouais, ça a pas bougé. Voilà un petit peu si vous voulez la tendance. Pour ce qui est de l'étonnement de Fatima il y a quelques instants, mon cher ami Redouane, concernant le fait que l'Algérie aurait voté pour cette résolution, donc j'ai bien pas cette résolution, cette condamnation du Hezbollah, le rendant donc organisation terroriste par la Ligue arabe. L'Algérie a bel et bien voté pour. Oui, j'ai la confirmation. Je n'ai pas la phrase exacte qui puisse permettre de le confirmer, mais là on est face à des articles. Les titres montrent la stupeur. L'Algérie se retourne contre l'Iran et s'aligne sur les pétromonarchies. Tac. Non, on confirme. Il n'y a pas de problème. Et c'est une stupeur. On n'a vraiment pas compris. Il y a un article qui fait l'Algérie fait profil bas. Est-ce qu'il y a eu des tractations de la diplomatie de couloir et on ne sait pas tout? Je ne sais pas, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant l'Algérie avait toujours pris des positions indépendantes. Ça a de quoi étonner quand même. Ouais. Et pour ce qui est du tweet effectivement d'excuses de Aziza, on a vérifié effectivement le tweet est bel et bien présent. Walid est avec nous. Salut Walid. Salut, salam alaikum. Il nous appelle d'où Walid? De Paris. De Paris, sois le bienvenu Walid. Qu'est-ce qui se passe?
Merci. En fait, moi, c'est suite à la vie tranchée du chroniqueur, là. Oui. Ah, il y a d'accord, pas d'accord, t'es un peu en retard. T'es un petit peu en retard, mais vas-y, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui t'a dérangé? J'étais avec un client, donc j'ai pas eu le temps d'appeler, mais depuis tout à l'heure, ça me démangeait, donc dès que j'ai déposé, là, je vous ai appelé. Vous avez pas hésité, t'as eu raison, Walid. C'est à la fin de la vie tranchée, en fait, il dit que tous les Libyens sont responsables. Les Arabes libyens sont responsables. En fait, moi, je veux dire que j'étais pas d'accord, parce que c'est pas tous les Libyens qui... Ah, on est totalement d'accord, hein. Alors, qui sont responsables. Et une deuxième chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu aucun média en parler, mais les premiers qui agissent pour ces Africains qui sont considérés comme des esclaves, bah, c'est les Libyens. Moi, j'ai regardé un reportage sur la 2, où les premières personnes qui allaient, qui défendaient, qui faisaient en sorte de sortir ces Africains de cette situation, bah, c'est des Libyens. Et ça, personne ne le dit, en fait. Oui, sur le coup, localement par exemple à Sebha, la ville du sud dont je parlais, effectivement, il y a des témoignages de gens qui ont été épargnés, qui ont été protégés, des jeunes femmes qui ont été sorties de la ville rapidement par des locaux qui ont évité qu'elles soient en prise aux trafiquants, etc. Non, oui, bien sûr, c'est important de le dire. Mais moi, ce que je vous dis, en fait, c'est au-delà de ça, en fait, En fait, ils montraient un reportage sur la 2 où il y avait des centres où les esclaves étaient, où les noirs qui étaient considérés comme esclaves étaient enfermés. Et là, c'était des Libyens qui partaient à l'assaut avec des hommes pour les sortir de cette situation. Et je trouve que ça, on le dit pas assez, en fait. Exactement. C'est ce qui s'est passé à Sabra. Exactement. Tout le monde met les Libyens dans le même sac. Alors que, comme je l'ai déjà dit, je l'ai appelé il y a pas longtemps pour dire qu'il fallait éviter de faire l'amalgame et de stigmatiser tous les Libyens. Il y a des Libyens qui sont bons et qui font en sorte d'aider ces gens. Alors, juste pour être tout à fait complet, on va réécouter juste la conclusion de Redouane tout à l'heure. Écoutez. La conclusion, ce serait de dire, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, aucun journaliste n'a eu vent de marché aux esclaves de femmes. On ne sait pas si les femmes sont vendues d'un homme à un autre, comme ça a eu lieu par exemple dans l'esclavage des Yézidis au sein de l'organisation de l'État islamique, mais on sait que elles sont les victimes d'autres formes de traite humaine et en particulier donc la prostitution. Voilà, ça c'était la conclusion, hein. Non, c'est juste après. Juste après, je me rappelle plus exactement comment ça parlait. En gros, il a dit en fait, comme ça, il a dit les Arabes libyens sont responsables. Bon, Redouane. Alors, si je l'ai dit, c'est une erreur de langage et évidemment, tous les Libyens ne seront pas responsables. Il y a beaucoup de Libyens qui font en sorte de protéger et de sauver beaucoup de migrants qui sont esselés, notamment dans les villes côtières, qui les protègent notamment du trafic de drogue. Parce qu'il y a beaucoup de migrants noirs africains qui tombent aussi dans la drogue. Donc oui, effectivement, si j'ai dit ça, c'est une erreur de langage et je m'en excuse d'avance. Bon, en tout cas, Walid, merci. Et c'est à ça que sert d'ailleurs le d'accord ou pas d'accord. C'est parfois on peut dire des conneries, on n'est pas à l'abri, hein. Et heureusement que vous êtes là un petit peu pour mettre les choses en ordre. Voilà. Merci en tout cas, Walid. Il faudrait juste penser à saluer ces Libyens qui. Bien sûr. Évidemment. Limite contre leurs frères pour sauver ces gens qui sont considérés. Justement, je vais rendre hommage à ce que vous venez de dire. La ville de Sebha, dans le sud dont je parlais, effectivement, il y avait un camp de concentration, l'équivalent d'un camp de concentration où des Noirs africains étaient agglutinés par une milice armée et des Libyens sont venus la nuit pour les libérer. Donc je pense qu'on parle de la même chose. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a eu un acte d'héroïsme pour la part d'habitants locaux. Merci Walid. Bonne soirée. À bientôt. Merci également. Et bonne soirée. Bon, alors très rapidement, parce qu'on va avoir aussi une invitée dans un instant pour parler de la projection d'un film, L'Étoile filante. Ça se passera à la Maison de la Tunisie à Paris. Dans un instant, le temps de vous parler quand même de cette polémique, parce qu'il faut qu'on y revienne, de ce tweet notamment publié hier. Bernard Lévy défend catégoriquement Frédéric Aziza contre l'accusation de harcèlement sexuel dont il a fait l'objet la veille. Qui nous fera croire, dit-il, j'ouvre les guillemets, qui nous fera croire donc que Aziza est le Weinstein français, et comment mettre un signe égal entre ce qui lui est reproché et ce dont on accuse Ramadan. Amitié à Frédéric Aziza, tel était le tweet, le contenu du tweet de Bernard-Henri Lévy. Voilà, donc en tout cas très étonnant, pas vraiment, mais il réagissait donc à une information concernant que nous vous donnions concernant le journaliste Frédéric Aziza, qu'une collègue accuse d'agression sexuelle simplement au nom de leur amitié sur Twitter.
certains utilisateurs Twitter donc sceptiques donc imputent cela à des considérations de coopération, d'autres s'indignent d'une réaction trop rapide pour disculper Aziza, d'autres encore appellent la défense inconditionnelle du même BHL du cinéaste Roman Polanski s'agissant de son affaire de mœurs. Voilà, donc en l'occurrence pour cette affaire et cette polémique qui n'en finit pas. Quoi qu'il en soit, Fatima avait raison tout à l'heure. Aziza a effectivement tweeté sur Twitter, parce qu'il tweete beaucoup, voilà, donc pour le coup, et donc il a effectivement tweeté en disant que depuis cette fameuse date, ce fameux geste, il s'attachait à essayer d'être le plus propre possible et que de toute façon il présentait ses excuses. Bon, quoi qu'il en soit, vous le savez, il a été suspendu par LCSP à la demande générale d'ailleurs des salariés de cette chaîne. Il a été suspendu mardi afin de permettre en tout cas le bon déroulement de l'enquête interne, dit-on. Voilà. T'as un petit commentaire là-dessus ? J'ai juste envie de te dire que t'as fait un message subliminal que t'as envoyé aux auditeurs sans le faire exprès. On a parlé de la Libye et juste après on a parlé de BHL. Oui. Ah oui, bravo. Franchement, je l'ai pas fait exprès pour le coup, mais alors il était bien vu celui-là. On va parler un petit peu, on restait justement en Libye puisque, alors qu'une clameur de colère, on a pu le constater, le voir, notamment dans les rangs des manifestants sur les Champs-Élysées, concernant ce qui se passe donc en Libye, on a aussi donc les footballeurs, Serge Aurier, Pogba, également Drogba, qui ont laissé éclater leur sentiment de révolte. Redouane, ami auditeur auditrice, à l'occasion donc d'un but par exemple qui a marqué pour ce qui est de Pogba son retour en fanfare sur les pelouses. Paul Pogba, le milieu de terrain du Français de Manchester United, sorti d'une blessure, n'a pas caché son émotion. Je suis vraiment ravi d'être son retour et de saluer donc tous ceux qui sont victimes de ces souffrances et que Allah vous protège. Voilà ce qu'a déclaré Paul Pogba. Force à nos frères et sœurs, tous pour la liberté, stop l'esclavage en Libye, s'est exclamé sur Instagram Serge Aurier. Heureusement qu'il dit pas que des conneries sur les réseaux sociaux, Serge Aurier. Et puis Didier Drogba, lui, a trouvé un exutoire à son indignation en appelant à sortir de l'indifférence coupable. Sur son compte Instagram, lui. Voilà. Comment peut-on rester indifférent devant tant de haine ? Et puis il y a un footballeur aussi l'Espagnol Barcelone, je crois, qui a dit notre liberté n'est pas à vendre. Voilà, en ayant marqué un but en levant son t-shirt. Voilà, sur son t-shirt c'était inscrit notre liberté n'est pas à vendre. Voilà, en l'occurrence, donc c'est footballeur qui s'engage. Redouane, ça te quoi ? Ça me touche. Ça touche? Ouais, vraiment, ça me touche. Parce que c'est fait correctement, avec sagesse, et je pense qu'on peut pas demander à Pogba, qui est pas diplomate, de maintenir des longs discours sur l'esclavage en Libye. Il envoie des signaux, sa parole a beaucoup d'influence, ce qu'il fait a beaucoup d'influence, et le fait de se montrer menotté après avoir marqué un but, ça avait beaucoup de sens et ça a marqué les esprits, et c'est ce qu'il fallait. Très bien, en tout cas votre avis nous intéresse, pourrez nous donner tout à l'heure, notamment dans le cadre de Libertad. Petite escale dans ce grand forum pour parler cinéma avec Radia Zwiwesh. Bonsoir Radia. Bonsoir Christophe, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Vous êtes la réalisatrice du film L'Étoile filante, ce film touchant, poignant, un film qui revient sur... l'héroïne du film c'est Dikra, la chanteuse tunisienne assassinée par son mari égyptien, et vous proposez ce soir une projection justement à partir de 20h à la Maison de la Tunisie, à la cité universitaire au 45 boulevard Jourdan à Paris, porte d'Orléans, à Paris dans le 14e. Qu'est-ce qui vous a poussé à tourner ce film pour parler de cette histoire en particulier, Radia? Alors, d'abord, c'est L'Étoile filante, le titre. En arabe, c'est ce que j'ai dit, L'Étoile filante, oui. Voilà, Najm al-Aber. Ce film, donc, comme vous l'aviez bien précisé, sera ce soir projeté à la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris, dans le 14e. Qu'est-ce qui fait que j'ai réalisé ce documentaire fiction? Oui, c'est ma question. Après son assassinat, alors je précise bien, l'histoire dit que c'est son mari qui l'a assassiné. Je préfère rester neutre dans ça, je vais pas parler de cet assassinat. Mais il s'est avéré que cette grande chanteuse, c'est vrai qu'elle est née en Tunisie, c'est vrai qu'elle a porté le drapeau tunisien haut et fort
mais elle est surtout, elle est arabe. C'est une grande chanteuse arabe. Elle appartient à tout le Maghreb, parce qu'elle a fait un parcours en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, et ensuite elle est partie au Caire, en Macedonie, pour construire un avenir artistique, parce que c'est le seul lieu où on construit un artiste. Donc il s'est avéré que c'était ma meilleure amie. Ouais. Et ce film-là, il m'a été commandé bien avant son assassinat, le 28 novembre 2003. Il m'a été commandé comme elle voulait que je lui écrive son histoire, avant qu'elle sache qu'elle allait se mourir, bien entendu. Et je lui avais dit à l'époque, mais tu sais, Dekra, moi je ne sais pas, je suis pas écrivaine, donc mais je pourrais faire un film si tu le souhaites. Elle me dit non, on va écrire un livre. J'ai mon ami que je rends hommage d'ailleurs, Azouz Bega, qui a été ministre de l'égalité des chances, que j'aime beaucoup, avec qui j'avais discuté pour écrire l'histoire de Dekra. Il était totalement d'accord, donc c'était prévu qu'on écrive le livre tous les deux, l'histoire de Dekra. Malheureusement, le temps nous a pas permis, elle est partie trop tôt, trop vite, et du coup, enfin après coup, j'ai décidé de faire ce film pour tracer un peu sa vie depuis sa naissance jusqu'au son premier album et ensuite jusqu'au jour de son assassinat. Pourquoi de son enterrement plutôt. Radia, pourquoi choisissez-vous de rester neutre dans cette histoire alors que vous êtes sa meilleure amie? Vous devez chercher comme beaucoup la vérité concernant les raisons de sa mort. Parce que vous savez, chaque réalisateur ou chaque journaliste, avant de faire un film, avant d'informer les gens, doit d'abord faire une enquête journalistique. Ouais. Voir le vrai et le faux. On peut pas informer comme ça gratuitement parce qu'on a décidé de le faire. Vous avez des convictions personnelles, Radia. Vous avez des convictions personnelles. Je les ai, mais je les garde. N'oubliez pas, Christophe, moi, le jour de sa disparition, j'étais aussi menacée au téléphone. Donc j'ai une famille, je vis en France, tout peut arriver. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. J'ai réellement, je pense comme beaucoup, mais elle a sa famille. Sa famille pour en parler. C'est pas à moi de le faire. C'est sa famille. Moi, c'est mon ami. Moi, je transmets pour ne pas oublier cette personne. C'est tout. Est-ce qu'il y a eu, Radia, est-ce qu'il y a eu une enquête judiciaire justement concernant les raisons, une enquête en tout cas concernant les raisons de sa mort? Oui, bien sûr, elle continue. Ça se passe toujours en Égypte. Il y a l'enquête, il y a les avocats, il y a la justice qui parle. C'est pas, vous voyez. Donc c'est peut-être aussi, il vaut mieux avoir le silence, savoir s'abstenir et laisser la justice faire son travail. D'accord. Alors comment ce film a été reçu dans le monde arabe? Est-ce qu'il a été diffusé en Égypte? Malheureusement pas. Et pour ce qui est du monde arabe? Mais le film a eu un prix par l'Égypte, les premiers qui nous ont permis de donner ce prix-là pour le travail, mais il n'a pas été diffusé. Ouais, bon, c'est très. Et dans le monde arabe, et dans le monde arabe en général, comment a-t-il été reçu? En Tunisie aussi? Il a été, écoutez, pour être honnête, il a été très très bien reçu dans son pays d'origine, ainsi qu'en Libye, parce que j'ai tracé tout son parcours. Lorsqu'elle a quitté la Tunisie, elle est partie vivre à Tripoli, en Libye, et ensuite en Égypte. Donc les Libyens ont très très bien reçu le film, la Tunisie aussi, le Maroc. Je rends hommage aussi aux Marocains parce que elle est beaucoup appréciée. Malheureusement pas encore l'Algérie, mais je pense que ça se fera, Inch'Allah. Et maintenant le monde arabe, pour l'instant rien n'a été fait. Peut-être c'est ma faute, hein. Oui, peut-être ou pas d'ailleurs. Radia, comment faire pour assister à cette projection qui aura lieu, je le rappelle, ce soir? Ça se passe donc à la Maison de la Tunisie. Est-ce que l'entrée est payante ou pas? Non, alors il faut que vous sachiez, Christophe, moi personnellement, lorsqu'il s'agit de Dekra, lorsqu'il s'agit de l'oubli, je me lance.
Je ne calcule rien, je ne compte rien. Ça sera une entrée gratuite. Je l'ai offert gracieusement à la fondation de la Maison de la Tunisie, ainsi que dans une salle de cinéma à Tunis pour le 28 novembre là. Donc ça sera une entrée gratuite. Malheureusement, les places sont très limitées. Il faudrait arriver un tout petit peu avant l'heure, c'est-à-dire vers 19h30, 45, parce que la projection commence à 20h. Petite question bête, mais je vous la pose quand même. Est-ce que ce film est en arabe ou en français? Alors, il est en deux versions, mais ce soir, la projection sera diffusée en français, pardon. Oui, mais elle est en deux versions. Il y a une version arabe, et la version française, elle n'est pas sous-titrée, c'est vraiment la vraie voix off. Il y a un fantôme qui avec un foulard, habillé d'un foulard, qui a traversé tout le parcours de la chanteuse Zekra depuis sa naissance, depuis sa maison natale, et son pays aussi d'origine, il l'a suivi un petit peu jusqu'à Tripoli, le désert libyen, ensuite l'Égypte et ensuite Paris, et ça se termine à la fin avec ce foulard, ce fantôme qui est réellement ce fantôme. Alors voilà. Radia, on rappelle donc c'est ce soir à 20h et vous conseillez donc puisque l'entrée est gratuite donc et que les places sont limitées de venir assez tôt en avance pour assister à cette projection ce soir à 20h. Ça se passe à la Maison de la Tunisie, à la Cité universitaire 45 boulevard Jourdan, Paris 14e, porte d'Orléans. Pour les amateurs, ce soir donc pour aller voir un bon petit film touchant, poignant sur la vie donc de Dikra, la célèbre chanteuse tunisienne que vous avez réalisée. Merci beaucoup Radia. Merci à vous, s'il vous plaît Christophe. Je voudrais juste remercier la communauté arabe, pas seulement la tunisienne, de ne pas oublier notre chanteuse Dikra, d'être à la radio aussi, de faire leur devoir, de passer ces chansons, ne pas rentrer dans l'oubli, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Merci Radia Zouiwesh. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice de ce film, donc L'étoile filante, projetée ce soir à 20h à la Maison de la Tunisie à Paris. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bon, eh bien messieurs dames, autant vous le dire tout de suite, sur Facebook et sur Twitter, on n'a pas du tout le même rendu pour la question du jour à propos d'Emmanuel Macron qui effectivement, en s'adressant à une femme à l'occasion du lancement de la campagne hivernale des Restos du Cœur, lui a dit et lui a signifié que si elle n'était pas en danger dans son pays, elle devait y retourner. Alors sur Facebook, vous êtes, si je me trompe pas, 62%, et je me trompe pas, à dire oui, il a eu raison contre 38%, alors que sur Twitter, c'est l'inverse. Exactement. 63% de non. On est à 38% de oui. 38% de oui, donc, et 62% de non. Et 62% de non, mais je crois que Twitter bug, c'est marqué 63%. Ah bon? C'est bizarre. Bon, 63% ou 62%, bref. En tout cas, c'est complètement à l'inverse, donc voilà un petit peu une question qui divise pour le coup. Aujourd'hui, pour avoir différents points de vue. C'est parti, messieurs, dames, pour Libertad. 01 40 33 9000, vous pouvez nous appeler maintenant pour nous dire ce que vous voulez, évidemment sur France Maghreb 2, en respectant, attention, pas d'insultes, pas de diffamation, pas d'appel à la haine, sinon ça dégage rapidos avec notre filtre anti-imbécile. France Maghreb 2, bonsoir, en espérant ne pas l'avoir utilisé. Bonsoir, c'est Kamal, Christophe. Oui, moi je vais être très rapide, et vous me connaissez depuis 5 ans, j'ai jamais dit des mots un peu déplacés. J'ai lu un article dans le Parisien, que je vois le degré de violence en France, c'est qu'il y avait un policier avec sa famille, qui était en civil dans leur voiture. Les pauvres, ils ont été vraiment lynchés par un groupe de jeunes filles, comme ça, des jeunes, c'est même pas des garçons, c'est des jeunes filles. Ils leur ont fait un barrage, ils l'ont fait sortir et devant ses enfants, et sa femme, il a été agressé, ce policier. C'est vraiment, on est arrivé à un stade vraiment. Est-ce que ce policier leur a fait des trucs dans le passé ou tout? Mais c'est pas une façon de. Bon. Il a été. Voilà. Entendu. Merci. Salut, Kamel. À bientôt. 01 40 33 9000 si vous souhaitez intervenir maintenant dans le cadre de Libertad. Comme tous les jours à cette même heure, la possibilité vous en est donnée. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. C'est Brahim, Paris. Bonsoir Brahim, on vous écoute. Je vous appelle pour le sujet de la dame là qui a intercepté le président
Oui. Donc moi aussi j'étais dans la situation de cette femme il y a 20 ans. Ouais. Et je comprends bien ce qu'est cette situation, mais le problème c'est que le président a sauté sur cette occasion pour envoyer un message à tout le monde. Qui était, selon vous? Elle a sauté sur cette occasion pour envoyer un message à tous les sans-papiers qui sont en France, qui sont dans la même situation, si vous voulez. Ouais. Pour moi, c'était ça. Donc, il attendait cette interpellation que lui a fait cette dame-là. Donc, moi, à mon avis, il a dû pour faire un clin d'œil au Front National et tout. Hein. Très bien, merci pour votre appel et pour votre avis, cher monsieur, à bientôt. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour eh bien l'émission, enfin la chronique Libertad. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, ça passe. Continue. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, Fatima de Paris. Je voudrais revenir sur le vote, comme vous avez confirmé, sur le vote de l'ONU. Ouais. Eh ben, je voudrais dire que donc c'est très très grave pour l'Algérie. Sûrement, ils ont tout bouffé, les caisses sont vides, et donc maintenant ils veulent, il faut qu'ils achètent des foulards pour faire la danse du ventre à l'Arabie Saoudite et à truc, et au Golfe et au pays du Golfe, pour qu'ils puissent leur donner un peu d'argent pour taire la population. J'irai plus loin que vous, madame, en disant, après la concession qu'ils viennent de faire sur la question libanaise, c'est très inquiétant car l'Algérie était le dernier rempart sur le conflit israélo-palestinien. Exactement. Oui, mais l'Algérie, c'est pas les autorités algériennes, ce n'est pas l'Algérie. Ah oui, mais évidemment. Bien sûr. Quand je dis l'Algérie, je parle de l'État algérien, bien sûr. Les mabouilleurs qui sont à la tête de ce pays. Merci Fatima. Voilà, merci. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est votre avis, bien sûr. Vous le donnez sans langue de bois, hein, pour le coup, et sans concession. 01 40 33 9000. Un petit dernier pour la route. France Maghreb 2, bonsoir. Hello. Et bonsoir Christophe, c'est Nabil de Drancy. Salut Nabil. Ça va? Oui. Moi je voulais passer un message en fait. Ce qui se passe, je voulais rappeler un petit peu à la communauté ce qui se passe actuellement en Centrafrique, de pas oublier. Ah oui, effectivement. De ce qui se passe en Birmanie. Oui. Et j'encourage je sais que c'est dur. Et c'est dur à voir tout ça. Il y a toujours ces infos sont toujours vues dans des sites pas très connus. Ouais. Mais ça ne passe pas dans les journaux connus comme Le Parisien, Le Monde et tout ça. Donc je continue, j'encourage la communauté à rester soudée, à pas baisser les bras et à montrer le meilleur exemple. Et puis de contredire, d'être défenseur de tout écart qui peut arriver. Merci à toi. Merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt. Bon, Medjed va certainement me le permettre, j'en suis sûr. Une petite dernière pour la route. Oui, bah bien sûr. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Je reviens 2 secondes. C'est le docteur. L'Algérie, c'est un pays indépendant. Ils ont choisi, c'est pas un vote à l'ONU, Madame Fatima, c'est un vote à la Ligue des Arabes, de prendre la part des sunnites contre les chiites, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On doit respecter, malgré moi, je pense pas de la même façon. C'est un respect, c'est un pays indépendant. Merci docteur pour la précision. Voilà, bon, en même temps oui, on le savait ça. Redouane, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Ça passe super vite, hein. Comme d'habitude. Ouais, une émission de ouf là aujourd'hui. Demain, vendredi, nous serons donc avant le week-end. Avant de partir au week-end, on prend le thé avec Tarek Mami, avec Mourad Goual demain entre 16h et 18h. Passez toutes et tous, plutôt dans le bon ordre, une excellente soirée. Et puis j'en profite d'ailleurs pour saluer, comme il se doit, toute l'équipe du LGF qui travaille d'arrache-pied, que je salue vraiment, en particulier une grosse dédicace à Hanan Zawani. Voilà, ça c'était mon petit coup de cœur personnel, j'ai le droit, non? Bon, allez, dans un instant on est de retour avec Medjed pour bien sûr sa bonne humeur légendaire qui va nous accompagner jusque 20h pour les petites annonces, la circulation. Il paraît qu'on fait de la circulation chez toi maintenant? Ouais. Ah bon? Ouais. Ah bon, bah écoute, c'est bien. Donc si vous avez des bouchons à signaler, c'est Medjed qu'il faut appeler. Non, sur le dos, il doit y en avoir plein. Oui, hein, tout le temps. Bah oui, ça roule très mal. C'est pour ça que moi j'ai choisi le vélo. Hein. Ça va plus vite. En tout cas, et on se retrouve nous demain à partir de 16h sur France Maghreb 2 pour le grand forum. Passez tous et toutes une excellente soirée. À bientôt. Merci Redouane. Hanan, kenmout alik. Waouh, quelle classe. 18h01 sur France Maghreb 2. Voici le flash de Marine Garel tout de suite. Bonsoir Marine.
Bonsoir à tous. Les maires de France attendent des réponses concrètes d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a prononcé le discours de clôture de leur congrès à Paris. Face à la suppression de la taxe d'habitation et aux économies à réaliser, les collectivités ont réclamé des aides. Les élus sont donc remontés contre les 13 milliards d'économies à réaliser en 5 ans. 8 jours après la disparition d'un sous-marin argentin et de ses 44 membres d'équipage, les secours cherchent toujours à repérer l'appareil. Aucune communication n'a pu être établie, mais la piste d'une explosion dans la zone de recherche semble se confirmer. La marine argentine fait état d'un événement anormal, court, violent, pas d'origine nucléaire. Le trafic des TGV et des trains régionaux, notamment la ligne R du Transilien, reprend progressivement depuis cet après-midi au départ et à l'arrivée de la gare de Lyon à Paris. Au total, une quinzaine de TGV ont été touchés par des retards. Vers 3 heures du matin, un incident technique est survenu sur la ligne SNCF entre Paris et Lyon. Ça a perturbé la signalisation et ça ne permettait pas de faire circuler les trains qui ont dû être détournés. La Cour de cassation du Luxembourg rendra son jugement le 11 janvier dans l'affaire LuxLeaks. Antoine Deltour et Raphaël Allais avaient fait fuiter des documents sur les liens financiers entre des multinationales et le Luxembourg. Ces 2 lanceurs d'alerte avaient écopé en appel de 6 mois de prison avec sursis. Rugby, après les défaites face à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, le sélectionneur du 15 de France, Guy Novès, procède à 8 changements pour la rencontre contre le Japon samedi. Dernier test match de la tournée d'automne des Bleus. Sékou Makalou et Gabriel Lacroix feront pour l'occasion leur première apparition sous le maillot tricolore. Et puis tennis, le tirage au sort des matchs de la finale de la Coupe Davis. Cette finale France-Belgique à Lille qui débute demain. Le capitaine Yannick Noah a donc choisi Lucas Pouille et Joe Wilfried Tsonga pour les simples, et Gasquet et Herbert pour le double. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.